Bon, ils n'ont rien rappelé, c'est pas grave. Ceux qui seront en retard, ils vont prendre le coup. On est encore dans l'introduction, donc on n'a pas encore évolué. Alors donc, voilà, on prend donc le cas du soleil, où est que le soleil, qui est donc la source d'énergie, va produire donc ce rayonnement. Ce rayonnement va traverser finalement l'espace et va arriver à la surface de la Terre, où se trouve donc la cible qui est plus ou moins étudiée. C'est bon? En physique, le terme radiation, est-ce que je suis là? Est-ce que je peux trouver? Voilà. En physique, le terme radiation ou encore son synonyme rayonnement désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie sous forme de particules ou d'ondes électromagnétiques ou encore ondes acoustiques. On pense qu'on appelle les radiations électromagnétiques, on a expliqué tout à l'heure, on a parlé des ondes radio, l'infrarouge, voilà, le visible, puis les rayons X, les rayons gamma. C'est bon? Ainsi que les rayonnements particuliers, c'est-à-dire les particules alpha, les particules bêta, les neutrons, etc., etc. Donc, le terme rayonnement va désigner également l'énergie ainsi émise et propagée, qui est aussi appelée énergie rayonnante. On parle aussi des rayonnements lumineux et encore des rayonnements caloriques, c'est bon? Donc, voilà. Le terme rayonnement désigne en réalité cette forme d'énergie-là. Les rayonnements peuvent aussi être divisés en rayonnement ionisant ou encore et en rayonnement non ionisant. Cette distinction va donc dépendre de l'énergie du rayonnement. Les rayonnements ionisants, généralement, ont suffisamment d'énergie pour arracher des électrons aux atomes qu'ils vont donc rencontrer, créant ainsi des ions. Ce type de rayonnement-là, on appelle ça comme un rayonnement ionisant. C'est bon? Et puis, il y a ce qu'on appelle les rayonnements non ionisants, c'est-à-dire qui n'ont pas suffisamment d'énergie pour arracher les électrons. Au contraire, ils peuvent donc provoquer quoi? Leur mouvement ou encore leur vibration ou encore leur déplacement. Ça, on parle donc de rayonnement non ionisant. On reprend. Au départ, on avait dit, au niveau du rayonnement, on a deux catégories. On a ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique et on a ce qu'on appelle le rayonnement corpusculaire. C'est bon? Maintenant, encore au niveau même de ces rayonnements-là, prenons même le cas du rayonnement corpusculaire, là, on peut avoir deux types. Le premier, c'est ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Pourquoi on dit ionisant? Parce que l'énergie, c'est-à-dire ces rayonnements-là, généralement, possèdent une énergie pour arracher, par exemple, des électrons c'est-à-dire à des atomes. Ce qui va donc donner naissance à des ions. Donc, on parle de rayonnement ionisant. Lorsque le rayonnement est non ionisant, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment d'énergie pour arracher les électrons, mais il peut provoquer quoi? Leur déplacement ou bien encore leur vibration. Cette fois-ci, on parle donc de quoi? Du rayonnement non ionisant. C'est bon? Les thèmes sont clairs. Alors, nous sommes généralement exposés au rayonnement dans notre vie quotidienne. Le soleil émet à la fois des ondes électromagnétiques, donc à travers la lumière, et peut aussi émettre des particules subatomiques, généralement dans la notion du vent solaire, subatomique, pardon. Alors, celles-ci ont essentiellement les mêmes composants que ceux du rayonnement émis par les technologies nucléaires, mais il y a certainement un certain nombre de différences entre les deux. Les ondes électromagnétiques émises par le soleil ont une longueur qui varie grandement et correspond à leur niveau d'énergie. Et les ondes de certaines longueurs d'onde sont assez énergétiques pour endommager les tissus vivants. Et la plupart d'entre elles sont absorbées par l'atmosphère, mais pas toutes. Ça veut dire quoi? Dans les ondes électromagnétiques qui sont émises dans le soleil, par le soleil, il y a un certain nombre d'ondes qui ne parviennent pas justement à la surface de la Terre, c'est-à-dire sont plus ou moins retenues dans l'atmosphère. Donnez-moi un exemple de ces ondes-là qui sont retenues dans l'atmosphère. Au niveau du rayon, c'est-à-dire prenez les différentes, comment on appelle ça? Oui, donc c'est quelle radiation? Quelles sont les catégories d'ondes ou bien du rayonnement qui n'arrivent pas à la surface de la Terre que vous connaissez? Les ultraviolets. Voilà, les UV par exemple, n'arrivent pas.
C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Oui, professeur. Et on dit qu'au niveau de l'atmosphère, il y a une couche qui permet donc de protéger contre ces rayonnements ultraviolets. C'est quoi? L'ozone. La couche d'ozone, c'est bon? Donc, du fait de la présence de la couche d'ozone, ça empêche les ultraviolets de traverser. C'est bon? Donc, vous allez comprendre maintenant les notions d'effet de serre et autres là, parce qu'en réalité, prenons le cas des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ces émissions de CO2 là peuvent donc provoquer quoi? Une augmentation de la température au niveau donc de l'atmosphère. Or, si cette température là augmente, ça peut donc créer quoi? Ça peut créer ce que vous appelez les effets de serre, c'est-à-dire que ça peut créer une destruction au niveau de la couche d'ozone. Et une fois que la couche d'ozone est détruite, ça c'est une porte d'entrée pour les UV. C'est bon? Donc, on fait en sorte que, justement, c'est pour ça que vous voyez toutes les théories, tous ces symposiums sur le changement climatique, le réchauffement climatique et autres. C'est pour prévenir, donc, comment on appelle ça, ce danger. Alors, c'est donc pour se protéger contre les coups de soleil causés par les ondes énergétiques non absorbées par l'atmosphère que l'on applique un écran solaire. La lumière qui passe donc généralement à travers l'atmosphère comporte une série de longueurs d'onde beaucoup plus limitées, soit celles qui sont visibles sous forme de lumière. De plus, l'atmosphère terrestre fait dévier les particules de haute énergie émises par le Soleil. Il s'agit donc d'un aspect dont les astronautes peuvent généralement se préoccuper. Donc, voilà, voici donc le schéma qui est là. Vous voyez que les ondes UV sont renvoyées, voilà, et c'est donc les longueurs d'onde là qui vont plus ou moins traverser, ce qui n'est pas généralement toxique. Mais dans le cas, par exemple, si vous avez la couche d'ozone qui est détruite, ça veut dire que les UV traversent directement. Or, les UV sont généralement des ondes qui peuvent détruire les tissus vivants. Ça veut dire que ça peut complètement anéantir la vie même sur Terre. Voilà. Donc, voici. Alors, pour le moment, il n'y a pas de préoccupation. Je peux continuer. Il n'y a pas de... Monsieur. Non, monsieur, il n'y en a pas. D'accord. OK. Donc, en un, on va voir l'origine du rayonnement, ce qu'on appelle la transition électronique. Alors, comme on disait tout à l'heure, le rayonnement trouve son origine lors d'une transition électronique entre deux états d'énergie d'une molécule ou encore d'un atome. Et le principe, ça veut dire quoi? On prend le cas ici, principe de l'émission, par exemple, d'un photon. Vous avez le niveau fondamental qui est plus ou moins ici. Ce niveau fondamental-là, attention, si par exemple, on lui envoie de l'énergie, vous allez voir que le niveau, on va donc partir du niveau fondamental à un niveau excité. C'est bon? Voilà, voici donc un niveau excité qui est là. Donc, le retour de ce niveau excité-là au niveau fondamental peut donner naissance à quoi? À un rayonnement delta E ici, qui est exprimé par delta E égale à HV, par exemple. C'est bon? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que l'énergie du rayonnement peut être produite à partir de quoi? À partir d'un changement de niveau d'énergie d'une molécule ou encore d'un atome. C'est bon? Voilà. Il s'exprime plus ou moins ici. Voilà. Si on prend par exemple le cas de l'absorption, on a l'état 1 à l'état 2. L'état 1, l'atome, par exemple, va perdre donc comment on appelle ça, un électron et va arriver à un état excité. Ici. Je sais pas. Bon. Ah, mon truc n'arrive pas dessus. Ah, c'est bien dommage. Donc, je suis obligé de faire avec ça. Alors, comme je disais, voilà, voici. Ouais, ici, on a, par exemple, voici l'état 1 au niveau de l'électron, c'est bon? Si on envoie, par exemple, un photon, voilà, le photon, et ici, un photon incident, vous allez voir que l'électron va passer de quoi? De l'état 1 à l'état 2. Et ce passage-là va provoquer peut-être l'absorption du photon, mais va donc provoquer quoi? Une énergie. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui sera libérée par le fait de quoi? D'un changement d'état. C'est bon? Voilà. Donc, ça va changer de couche d'énergie. C'est exactement... Tu veux quoi? Annuler. Annuler, c'est où? Ok, d'accord. Donc, voilà, je vais prendre autre chose parce que là, je ne comprends pas. D'accord, je vais faire bien en main. Donc, voilà, on vient ici.
Bon, je ne sais pas si les autres me suivent. Hein. Ils ne voient pas. Donc là, ça ne nous arrange pas. Ok, d'accord. Donc voilà, ici, vous voyez, non? On a un niveau qui est là, le niveau fondamental. Bon, déjà, à un niveau fondamental, on lui apporte, par exemple, de l'énergie, ouais, que l'électron, enfin, va passer du niveau fondamental à un niveau excité. Bon, maintenant, pour exciter, là, pour revenir au niveau fondamental, vous voyez qu'il y a une énergie qui est produite. Donc, finalement, cette énergie est due à quoi? Un changement de quoi? De niveau. C'est bon? Voilà. Donc, malheureusement, eux, ils ne voient pas. Eux, ils voient peut-être sur l'écran. Vous aussi, vous ne voyez pas. Voilà, donc voici un peu, comme je disais, c'est le principe qui est plus ou moins illustré. Voilà, dans le premier, on voit ici l'état 1 et l'état 2. Donc, on voit ici, il y a un photon, c'est-à-dire, lorsque l'électron passe de l'état 1 à l'état 2, vous voyez qu'il y a, comment on appelle ça, de l'énergie, de plus ou moins produite. Et de l'autre côté, on regarde encore. C'est-à-dire l'énergie pique. De quoi? Alors, regardez bien, hein. Dans le premier cas, c'est-à-dire le schéma qui est de l'autre côté, à ma gauche là. Donc, on regarde, vous voyez que l'électron passe de l'état 1 à l'état 2, c'est ça, non? Et ça va correspondre quoi? À une absorption. C'est bon? Or, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que lorsque l'électron quitte l'état 2 à l'état 1, il y a quoi? Il y a une émission. C'est bon? Voilà. Dans le premier cas, il y a une absorption de photons et de l'autre côté, il y a une émission. C'est bon? Voilà. La différence de longueur d'onde entre l'absorption et l'émission engendre donc une absorption à une longueur d'onde donnée sur le spectre électromagnétique. Donc, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on retient ici? Que finalement, l'origine du rayonnement, c'est quoi? Par rapport à ce que je viens d'expliquer là. Voilà. C'est donc dû à un changement de niveau. C'est ça, non? Voilà, d'état. Plus ou moins. C'est ce qu'elle a plus ou moins expliqué ici. Maintenant, on va voir la structure du rayonnement. C'est ça, non? Alors, au niveau de la structure du rayonnement, comme on l'a dit, le rayonnement est donc un mode d'échange d'énergie par émission et absorption de radiation électromagnétique. Et l'échange d'énergie thermique par rayonnement se fait suivant les processus. Donc, on a ce qu'on appelle l'émission, on a ce qu'on appelle la transmission, on a ce qu'on appelle la réception. Alors, au niveau de l'émission, il y a conservation de l'énergie fournie à la source en énergie, il y a conversion de l'énergie fournie à la source en énergie électromagnétique. Ça va? Ensuite, la transmission va correspondre à quoi? Se fait par propagation des ondes avec éventuellement absorption par le milieu traversé. Ça veut dire que le milieu qui est traversé va absorber cette énergie. Ensuite, il y a la réception. À la réception, il y a conversion du rayonnement électromagnétique incident en énergie thermique, absorption. Et c'est pour ça que finalement, vous, quand vous recevez l'énergie, c'est-à-dire la lumière du soleil là, vous avez chaud parce que vous avez, plus ou moins, il y a eu quoi? Il y a eu une conversion de cette énergie-là, reçue là, en quoi? En énergie, comment on appelle ça? Thermique. C'est ça que il y a une question de chaleur. Alors, donc, ça veut dire quoi? Que on a l'émission, on a la transmission et puis on a la réception. On va arriver à pour un peu les notions de corps noir, corps blanc et autres là, mais vous allez comprendre finalement. Ça veut dire que ce qu'on a pu expliquer ici, ça veut dire que cette énergie qui est reçue là, elle est émise par qui d'abord? Elle est émise par le soleil. Elle arrive au niveau donc je vais dire quoi, de la cible. La cible va donc faire quoi? Va absorber cette énergie-là. C'est bon? Il y a une absorption. Maintenant, lorsque cette cible est au repos, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va émettre cette énergie qu'elle a entièrement absorbée. Elle va émettre ça. Donc, ça, c'est la notion d'émission. Ça veut dire quoi? Que tout corps, vous avez dit, tout corps dont la température est supérieure à 0 K émet quoi? Émet de l'énergie électromagnétique. Donc, on va émettre du rayonnement. Et cette émission-là, généralement, va se faire sous forme de chaleur. Alors, quels sont les différents modes de transmission de la chaleur?
La diversité des opérations thermiques industrielles est considérable. Il y a ce qu'on appelle le traitement thermique, la cuisson, le séchage. Ces opérations thermiques nécessitent généralement une source de production de chaleur, puis le transfert de cette chaleur-là vers l'objet à traiter. Par conduction, la transmission de la chaleur peut donc s'effectuer par conduction, peut s'effectuer par convection, peut aussi s'effectuer par rayonnement. Donc, on verra un peu ce qu'on appelle la conduction, ce qu'on appelle par convection et ce qu'on appelle donc le rayonnement. C'est bon? Alors, conduction, à votre avis, comment est-ce que ça se fait quand on dit transfert de chaleur par conduction? C'est à vous que je... Voilà, donc, les auditeurs, hein, la question vous est adressée. Quand on parle de transfert de chaleur, transmission, si vous voulez, de chaleur par conduction, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, la conduction? Un transfert par contact. Par quoi? Par contact. Par contact, c'est-à-dire, le transfert ici se fait comment? Un contact Alors, entre... professeur. Oui. Ok. Bon, il n'a qu'à finir d'abord. Allez, il n'a qu'à finir, qu'il finisse d'abord. D'accord, ok. Donc, William, allez-y, finissez d'abord. Donc, un contact entre la source de chaleur et l'objet qui reçoit la chaleur. Donc, maintenant prenons l'objet lui-même. Hein? Monsieur William, Oui, oui. Oui, on prend professeur. l'objet, prenons l'objet qui reçoit la chaleur. Maintenant, comment cette chaleur va se retrouver, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire tout au long de l'objet, c'est-à-dire comment effectivement cette chaleur va plus ou moins se transmettre. Il faut bien comprendre la notion de conduction. Elle va se répartir de proche en L'objet a une proche. longueur, par exemple, on prend un objet de longueur A, c'est-à-dire de longueur, voilà, longueur déterminée. Comment toutes les particules de cet objet-là peuvent recevoir cette chaleur? Elles peuvent recevoir cette chaleur en allant de proche en proche, c'est-à-dire dans un premier temps. Voilà. Donc, ça veut dire que la conduction, ça veut dire que la transmission se fait quoi? De proche en proche. C'est bon? C'est bon, William? Il est parti? Oui, professeur. Voilà, ok. C'est bon. Maintenant, le deuxième, c'était, il y a un qui... Arnaud, c'est ça? Oui, Arnaud. Oui, Et professeur. selon toi? Je voulais dire que c'est bon, en termes plus simples, hein, c'est le passage de la chaleur, bon, ou bien de l'électricité d'un point à un autre, d'un corps sous l'action peut-être d'une différence de température ou d'un potentiel électrique. Oui, mais non. Bon, d'accord. On peut comprendre ça comme ça. Mais quand on parle de conduction, c'est pour ça que je dis, je prends tout le corps. Comment toutes les parties du corps peuvent recevoir cette chaleur-là. Ça veut dire que Ça, finalement, il expliqué là, depuis sa proche, oui. voilà, ça va se faire de proche en proche. Donc, on est d'accord avec William. C'est ça, non? Si, je suis d'accord, William, oui. Voilà, ok. Et les autres, c'est bon? Maintenant, la transmission par convection. Le contraire, c'est un échange de température. Oui, mais il faut expliquer. Pourquoi il y a échange de température? Qu'est-ce que c'est? La convection, ici, d'expliquer. Il y a d'abord un principe qu'il faut admettre avant d'expliquer, c'est-à-dire cette convection. Alors, qui peut donc expliquer la convection? Mademoiselle Nafi. Attends, donnez-moi vos noms, hein, parce que là, et puis, d'accord, mademoiselle, bon, on va partir avec mademoiselle Nafi. Est-ce qu'elle est là? Oui? D'accord. Maintenant, la convection, tu peux essayer d'expliquer un peu? Non, d'accord, ok. Oui? Mademoiselle Tano? On a dit que les éléments chauds ont une faible densité par rapport aux éléments qui sont froids. Donc, étant donné que ces éléments chauds-là ont une faible densité, ils auront tendance à remonter. Et ceux qui sont plus froids auront tendance à descendre. À descendre.
Donc, ça veut dire quoi? Qu'à partir de la source de chaleur là, qu'est-ce qui va se passer? Les éléments à haute température vont faire quoi? Vont devenir de plus en plus volatiles, vont s'éloigner de la source de chaleur et les éléments à basse température vont faire quoi? Vont se rapprocher de la source de chaleur. C'est ce qui va créer un mouvement de retournement, et ça non? Et ce sont ces mouvements de retournement là qu'on va appeler la convection. C'est bon, tout le monde, les autres, ça va? Monsieur. Tano, Oui, professeur, oui. voici ce que mademoiselle Tano a expliqué. Oui. Elle part sur le principe que, c'est-à-dire à partir de la source de chaleur, tous les éléments qui sont, comment on appelle ça, qui sont proches de la source de chaleur, je deviens généralement, c'est-à-dire ont une faible densité, donc vont s'éloigner de la source de chaleur. Et les éléments qui sont, c'est-à-dire éloignés, donc sauf qui sont plus denses là, vont se rapprocher de la source de chaleur, ce qui va créer un mouvement de retournement. Voilà. Et c'est ce qu'elle appelle la convection. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, Oui. essayez Bon, d'expliquer. professeur, bon. C'est bon? William, ça va? Kwame, Marie, André, Oui, est-ce que ça professeur, va? D'accord, ok. Ensuite, donc, et par rayonnement maintenant, voilà, la transmission par rayonnement. La transmission par rayonnement. Comment se fait la transmission par rayonnement? Le rayonnement qu'on vient à peine même d'expliquer, dans lequel on est encore. Oui? Il y a le soleil qui va émettre de l'énergie. Voilà, il y a une source d'énergie qui va émettre ça, non? Et ce rayonnement va venir au contact de la cible, c'est ça, non? Et lui transmettre voilà, cette énergie-là. C'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes arrêté au soleil et puis la lumière du soleil vous et vous avez chaud. Ça veut dire qu'il y a cette énergie-là qui vous a été transmise. Donc ça, c'est le rayonnement. C'est bon? Voilà. Donc, on retient qu'on a combien de modes de transmission de la chaleur? On a 3 modes. Donc, cette transmission peut se faire par conduction, par convection ou encore par rayonnement. C'est bon? Tout le monde en est d'accord? Professeur. Très bien. Alors, on va voir la part relative du transfert donc par rayonnement. Dans le domaine des basses températures, la convection et la conduction jouent un rôle important. Le flux transmis par rayonnement devient prépondérant aux températures supérieures à 400 degrés Celsius. Et on dit la figure ci-dessous montre par exemple la part relative du transfert de chaleur par rayonnement et par convection naturelle en fonction de la température. Donc on regarde un peu le graphique là. Alors, prenons, lorsque la température est faible, le transfert se fait par quoi? Est-ce que le transfert se fait par convection ou bien par rayonnement? Vous tous, vous regardez le graphique et puis vous l'analysez. À faible température, comment se fait le transfert de chaleur? Ça se fait par rayonnement. À faible température. Regardez bien le graphique. Il faut regarder le graphique. Regardez le graphique. Ah, c'est pas Donc, ce que je regarde, vous regardez, on regarde la part. Donc, on voit que lorsque la température est faible, le transfert se fait comment? Il se fait plus par convection naturelle. Et lorsque la température augmente, le transfert commence à se faire par rayonnement. C'est bon? Je pense que l'analyse du graphique, ça va, vous voyez là? Vous voyez que de l'autre côté, voilà. Après, Voilà. c'est convection. Convection. Et après, lorsque ça augmente, c'est le rayonnement. C'est bon? Alors, on va voir par conduction. Comme on a dit tout à l'heure, qui l'avait expliqué là, c'est Arnaud ou bien William. Voilà. Ce mode de transfert réside généralement dans la propagation de la chaleur de molécule à molécule, c'est-à-dire quoi? De proche à proche. Voilà. Ou plusieurs corps contigus, opaques et solides. Donc, ça va se faire, c'est-à-dire de proche en proche. Voilà. Et ce flux-là sera plus ou moins transmis. Alors, maintenant, par convection,
La convection caractérise généralement la propagation de la chaleur dans un fluide gazeux ou liquide en mouvement. L'étude de la convection naturelle ou forcée est liée à l'écoulement des fluides. Le principe est le suivant. L'air froid, voilà, je pense que c'est là qu'il faut bien comprendre. L'air froid est généralement attiré par quoi? Par la source de chaleur. C'est bon? Alors que l'air chaud est comment? Est refoulé par cette source-là. Ce qui va créer quoi? Un mouvement de convection de cette chaleur-là. Et je pense que l'exemple, là, la plupart du temps, on a même dans les classes antérieures, on a fait des expériences où on a pris, par exemple, comment on appelait ça même? C'était une éprouvette, non? Ou bien, je ne sais pas si c'est le déchet ou bien quoi. On a mis de l'eau dedans. On a déposé sur le brûlé à gaz. Et au fur et à mesure, on a vu qu'au fond, là, il y a des bulles d'air qui se formaient. Et au fur et à mesure, ces bulles-là remontaient vers la surface. Voilà, vous voyez, non? Ça veut dire quoi? Comme on a dit, lorsque la température est élevée, c'est-à-dire les éléments qui sont proches de la source, comme ils sont portés à haute température, deviennent moins denses et donc ont tendance à faire quoi? À s'éloigner de la source. Et les éléments qui sont plus denses là vont se rapprocher. Et c'est ça qui va créer donc ces mouvements de convection. Transfert de chaleur par rayonnement. Comme on l'a dit, le rayonnement thermique est un phénomène qui se caractérise par un échange d'énergie électromagnétique sans que le milieu intermédiaire ne participe nécessairement à cet échange-là. Ça veut dire quoi? Le soleil va traverser l'atmosphère et va arriver à la surface de la Terre, transfère donc directement cette chaleur-là, sans que l'atmosphère même ne participe à ce transfert. C'est bon? Voilà. Par exemple, le rayonnement solaire est capable de chauffer la Terre bien que le milieu traversé soit à une température plus basse que la Terre elle-même. Donc, il s'agit ici du rayonnement. C'est bon? Voilà. Alors, donc, on va faire une petite historique là, voilà, de l'étude donc comment on appelle ça, de cette transmission de chaleur. Alors, malgré la grande diversité des faits expérimentaux mettant en évidence les propriétés énergétiques du rayonnement, les lois scientifiques du rayonnement thermique ne datent que de la fin du 19e siècle. En 1668, il y a eu la mise en évidence du spectre solaire par Newton, voilà, le fameux spectre électromagnétique. Il a donc été l'œuvre de Newton. Voilà. Et c'est l'expérience qui a été réalisée. Ça veut dire qu'on a décomposé la lumière blanche à travers un prisme. Et ça nous a donné donc une trace plus ou moins multicolorée. D'où est parti donc le nom du spectre électromagnétique avec ses différentes caractéristiques qu'on connaît. Donc les rayons gamma, les rayons X, les rayons UV, le visible, l'infrarouge, les hyperfréquences, les ondes radio et puis les ondes audio. Je pense, hein. Donc c'est un spectre qui va au-delà même de combien de 30 km. Ça va au-delà de 30 km. Mais remarquez un peu quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous voyez qu'un spectre qui s'étend au-delà de 30 km et regardez la partie visible du spectre électromagnétique. C'est-à-dire là où nos yeux voient là, c'est entre 0,4 et 0,7 micromètres. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quelque chose qui s'étend plus de 30 km, vous ne voyez que vous les humains, vous ne voyez que entre 0,4 et 0,7 micromètres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réalités même qui existent qu'on ne perçoit jamais, qu'on ne va jamais percevoir. C'est ce que ça veut dire. Et puis, quelque part, on vous dit encore qu'un corps dont la température est supérieure à 0 Kelvin émet de la radiation. Mais cette radiation n'est pas forcément visible. Hein. Pour que ça soit visible, il faut que ça soit des températures qui sont pratiquement à 1000 Kelvin et autres. Là. Pour que le spectre d'émission du corps là puisse passer dans, comment on appelle ça, je vais dire quoi, dans le visible, dans le spectre visible. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a des radiations qui se font que nous, on ne peut jamais percevoir aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de réalités qu'on ne va jamais percevoir. Pour les percevoir, il faut peut-être qu'on puisse avoir des capteurs, peut-être à rayon X, à rayon gamma, ce qui est un peu difficile à avoir. Donc, il y a des éléments qu'on ne pourra jamais percevoir. Là où nos yeux perçoivent, c'est surtout au niveau donc du visible. C'est bon? Alors, en 1681, Mariotte, Dufay et Piquet réalisent des expériences sur la propagation du rayonnement. En 1800, Herschel met en évidence des propriétés caloriques, comment on appelle ça, du rayonnement infrarouge.
Et en 1879, un certain Stéphane découvre que l'énergie totale émise par un élément de surface est proportionnelle à la 4e puissance de sa température. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'énergie va être égale à un certain coefficient multiplié par quoi? La température à la plus élevée à la puissance 4, c'est ce que ça veut dire. Et en 1895, Rayleigh et Vienne établissent des formules empiriques donnant la répartition de l'énergie en fonction de la longueur d'onde et de la température. Donc désormais, l'énergie émise va dépendre donc de quoi? De la longueur d'onde et de quoi? De la température. Et on arrive en 1895 où Kirchhoff établit la loi qui lie la puissance émise par un corps dans une longueur d'onde particulière et l'absorption de ce corps pour la même longueur d'onde. En 1900, Planck introduit la notion du corpuscule et ouvre la voie de la synthèse en établissant la loi liant la puissance émise par un corps, la longueur d'onde du rayonnement émis et la température. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la loi de Kirchhoff et puis la loi de Planck. Alors, on va voir un peu la loi de Planck ou encore loi de la transition énergétique, ce qu'on avait un peu plus ou moins brossé au départ. Le passage du niveau d'énergie E à un niveau d'énergie E moins delta E s'accompagne de l'émission d'un rayonnement de fréquence mu et d'énergie H mu, où H est la constante de Planck. Donc, la formule, c'est E est égal à quoi? H mu, avec H étant quoi? La constante de Planck, dont la valeur est donnée. Et c'est cette loi-là même qui va révolutionner la loi sur le rayonnement. La loi de Planck. Alors, oui. Tous ces calculs-là, on aura à faire aussi. Comment? Tous ces calculs-là, on aura à les appliquer. On verra bien. Après, ça va devenir mystique. Hein? Pour le moment, c'est encore simple. Après, ça devient bizarre. On rentre dans les calculs, mais bon, je ferai en sorte que tout soit simplifié. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, on va voir les conditions du rayonnement d'un corps. À la température, comme je disais tout à l'heure, là, du zéro absolu, donc à 0 Kelvin, les électrons ne peuvent se déplacer. Ils sont prisonniers des atomes. Par contre, tous les corps matériels dont la température est supérieure à 0 K sont capables d'émettre quoi? De l'énergie sous forme de rayonnement et d'en échanger entre eux. Un corps à la température T émet des ondes de plusieurs fréquences différentes. Et la répartition de cette énergie va donc dépendre de la température du corps. La qualité d'énergie émise est donc liée à la température. Et vous voyez sur le graphique là, vous avez donc un graphique qui donne un peu les spectres d'émission, c'est-à-dire de l'énergie qui est émise par les différentes particules en fonction de la température. On regarde un peu. Par exemple, ici, au niveau de la lumière, la température est de combien? 700 degrés Celsius. Et ici, au niveau du fer qui est chauffé là, c'est 1800 degrés Celsius. De l'autre côté, on a 1000 degrés. Et puis, au niveau des rails, on a combien de degrés? 16 degrés. C'est bon? Regardez un peu l'émission du corps à 16 degrés. Regardez son spectre d'émission, son énergie. Est-ce que son énergie là passe dans les longueurs d'onde visibles? Donc, est-ce que cette émission sera perceptible? Ce ne sera jamais visible puisque ça ne passe pas dans le visible. Donc, ce corps-là va émettre, mais vous ne verrez jamais cette émission-là. Ensuite, on arrive au niveau du corps qui émet à 1000 degrés. Alors, ça passe pratiquement à côté, ça ne touche pas le visible. Par contre, à 1800 degrés et à 5700 degrés, vous voyez que ça passe dans le spectre visible. Ça veut dire que ces deux émissions-là seront visibles à l'œil nu. Et c'est ça que vous pouvez percevoir. Les autres, là, vous n'allez jamais voir ça. C'est bon? Donc, tout ce qu'on ça veut dire que le chemin de fer, là, il émet aussi des rayonnements. Oui, il émet. C'est ce qu'on dit, mais tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Sinon, il émet. Mais comme son spectre d'émission ne passe pas dans le spectre visible,
Ça veut dire que nous, on ne verra pas ça, cette émission-là. C'est bon? Les corps qui sont Donc, la température est supérieure à 0 Kelvin, émettent du rayonnement. je me demande, quand tu les dans la température inférieure à 1000 ou bien égale à 1000, ne sont pas perceptibles. Leur spectre d'émission ne sera pas perceptible à l'œil nu, puisque ça ne passe pas dans le spectre visible. Voilà, c'est bon? Ok, on va voir maintenant la condition du rayonnement d'un corps, la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques. Alors, puisqu'il s'agit ici de la lumière, c'est ça, donc du rayonnement, on dit que dans le vide, c'est ça, non? La lumière émet à une vitesse qui est constante, c'est ça, non? C'est ce qu'on appelle la célérité de la lumière dans le vide. Donc, la vitesse de propagation de la lumière est égale à quoi? À C. C'est égal à combien? 3,6. Non, 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Ça veut dire, ça fait combien de kilomètres par seconde? Ça fait 1000. Donc, ça, il a 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Ça fait combien de kilomètres par seconde? Oui, mais il faut calculer. Chers amis, ça fait combien de kilomètres par seconde? 300 000 km par seconde. Ça fait 300 000 kilomètres par seconde. Je ne sais pas si vous percevez, vous avez une idée de ce qu'on appelle 300 000 kilomètres par seconde. Ce n'est pas à la minute, hein, on dit 300 000 kilomètres par seconde. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas une... Mais justement, c'est pour ça que on comprend mieux. C'est pour ça qu'on dit la plus petite particule là, a une énergie qui peut détruire, c'est-à-dire tout ce qui est sur Terre finalement. Vous regardez un peu, vous avez, prenons la formule de Einstein. Qui va me donner la célèbre formule de Einstein, de l'énergie produite par une particule? Quelqu'un connaît la formule? La fameuse E formule. égale mc carré. Voilà, E est égal à quoi? mc carré. Voilà, E est égal à mc carré. M, c'est la masse de la particule. Et puis C, c'est quoi? C'est la célérité de la lumière dans le vide. Mais regardez, vous avez dit 300 000 km par seconde. Donc, vous allez multiplier votre 300 000 km là, même en mètres, ça devient 300 millions de mètres par seconde. Donc, vous allez multiplier 300 millions là par 300 millions et vous allez multiplier ça par la masse de la particule. Vous voyez que l'énergie qui est produite en méga-électrovolts là, elle est incommensurable. Et tenez-vous bien, c'est cette énergie-là qu'on va comprimer et qu'on va déposer dans votre bombe atomique. Donc, vous comprenez que quand ça explose comme ça, là, ah non, ça détruit tout. Donc, vous voyez un peu que les lois de la nature, c'est-à-dire que les lois de la nature, là, on peut les utiliser à des fins, voilà, ça dépend, hein, à des fins qui sont nobles, mais aussi à des fins aussi qui sont dévastatrices. Hein. Voilà, donc on retient que la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques, c'est ça, non, est égale à quoi? À C. C'est bon? Maintenant, si on est dans un milieu d'indice de réfraction N, alors cette vitesse-là va s'exprimer comment? C'est là égal à quoi? À C divisé par l'indice du milieu. C'est bon? Voilà. Alors, on va voir, donc on a vu la vitesse de propagation, on va voir aussi la longueur d'onde. À partir de la fréquence ou encore de la période et de la vitesse de propagation dans le vide, on peut déterminer la périodicité spatiale de l'onde, lambda 0. Et cette périodicité de l'onde-là est égale à quoi? Lambda 0 est égal à quoi? C multiplié par quoi? Par T. T étant quoi? Ici, T représente quoi? T représente la période ici. C'est bon? Donc, est égal à quoi? C sur mu. Mu, c'est quoi? C'est sur lui. Mu, c'est quoi? Le mu qui est là, c'est quoi? C'est dans la formule passée qu'on a là. Oui, mais trouvez. Les mathématiciens, là, essayez de trouver. C'est la longueur d'onde. La longueur d'onde. Mu est égal à quoi? Mu est égal à quoi?
Il a dit quelque chose. La longueur d'onde. La longueur d'onde. D'accord. Monsieur, la première personne. Comment? La première personne. Je reviens. Ici. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire que le V qui est ici, là, la vitesse de propagation, c'est ça? C'est ça qui est exprimé là-bas? Oui, monsieur. C'est ça, non? Voilà, ok, d'accord. D'accord. Donc, lambda est égal à quoi? Lambda est égal à quoi? CT sur N, c'est-à-dire quoi? Mu0 sur N. Mu0 étant donc la périodicité spatiale de l'onde. C'est bon? Voilà. Bon, on donne toutes ces formules-là pour que devant, voilà, vous ne soyez pas plus ou moins surpris. Alors, principe du chauffage par rayonnement. Lorsqu'un rayonnement arrive sur un corps opaque, celui-ci peut être transmis, absorbé, réfléchi dans les proportions variables selon la nature du corps. Alors, ça veut dire quoi? Prenons le cas, hein, on a un schéma qui est là. Alors, le corps, à partir donc, le corps reçoit quoi ici? C'est le corps qui est en carré là. Qu'est-ce que ce corps-là reçoit? Je veux dire, c'est cette chose. Le corps reçoit donc du rayonnement, c'est ça non? Et lorsque ce corps reçoit du rayonnement, qu'est-ce que le corps fait ensuite? Le corps va soit absorber Le corps absorbe une partie. Donc, oui. Il va. D'accord. Donc, il absorbe une partie, il va réfléchir une partie et il transmet une partie. C'est ça, non? Donc, on a mis que I est égal à quoi? R plus A plus T. Alors, mais pour admettre ça, on s'est basé sur quoi pour dire que c'est égal? C'est sur quel principe on s'est basé? Sur le principe du rayonnement. Sur le principe du rayonnement, comment? Est-ce que vous expliquer? Pourquoi on peut s'asseoir ici et puis on va dire que I est égal à R plus A plus T? Pourquoi? C'est parce que l'énergie reçue, c'est l'énergie qu'on dégage aussi. On se base sur quoi pour le dire? Chers amis, oui. On se base sur quoi? La loi de Lavoisier. Il dit quoi? La loi de Lavoisier, qui dit quoi? Rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Tiens, Seigneur, d'accord. Ça, c'est Gislain qui a parlé, non? C'est ça? Oui, professeur. D'accord. Bon, donc, il faut creuser un peu encore. Mais alors, ok, d'accord. Non, je reviens. Lavoisier a dit quoi? Rien ne se perd, tout se transforme, c'est ça? C'est ça. Qui dit que rien ne se perd, tout se transforme, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur quoi? Souvent, vous faites dans les classes antérieures, voilà, après des trucs, vous avez étudié, vous dites un corps isolé et un corps pseudo-isolé. Pourquoi vous dites un corps isolé, un corps pseudo-isolé? C'était pour faire quoi? C'était pour admettre quelque chose que vous avez dit ça. Parce que quand vous faites pour que vos lois la marche, vous supposez que le corps là, il est isolé ou bien il est pseudo-isolé. Très souvent, c'est ce que vous avez admis en physique là. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Hein, quand vous avez étudié la cinématique là, il y a forcément quelque chose que vous avez utilisé. Même quand vous prenez par exemple, quand vous avez fait l'électricité, vous dites que I qui arrive là est égal à I1 plus I2 plus I3. Souvent, vous faites ça. Mais pourquoi? Il y a quelque chose que vous avez utilisé pour faire ça. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Je m'adresse à tout le monde. Hein. Voilà, la question est posée à tout le monde. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on admet que ce qui vient là, c'est ce qui est partagé en toi? Pourquoi on a dit ça? C'est souvent des lois. Mais c'est la loi là même que je veux savoir. C'est quelle loi vous avez utilisée pour supposer que ce qui vient là est la somme de ce qui est partagé?
Là, on a fait ça, vous avez fait ça en physique, hein. Mais je ne crois pas que vous avez dit selon la loi de Lavoisier. Ce n'est pas la loi de Lavoisier que vous avez dit, hein. Il y a quelque chose que vous avez dit. La gravité. La gravité. Mais c'est la loi de conservation. La loi de quoi? Mais c'est dit conservation. La loi Conservation. de conservation de quoi? Conservation des forces. D'accord. Donc, en réalité, ce principe-là, c'est-à-dire au niveau de la dynamique, de la thermodynamique, là, vous avez admis deux principes. Il y a le premier principe de la thermodynamique. Et ce premier principe-là, c'est le principe de conservation de l'énergie. C'est ce que vous avez utilisé pour établir. Ça veut dire quoi? Que l'énergie fait quoi? Se conserve. C'est-à-dire, on prend deux phases. Dans la phase de début, par rapport à une phase de fin, l'énergie se conserve. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire le principe de conservation de l'énergie. Ce qui admet aussi le principe de conservation de masse, principe de conservation de charge. C'est tout ça. Oui, quelqu'un a voulu parler là? C'est William? C'est Arnaud. Allô, oui? Mais ce que je vais dire aujourd'hui là, Oui? aujourd'hui, à l'instant où nous sommes avec vous, Oui? cette compréhension de loi là, elle est encore plus simple quand on voit l'arrêter d'en face. C'est-à-dire, on sait que ce qu'on reçoit, une partie à sauver, une partie réfléchie, une partie transmise. Ça, on n'a même pas besoin de loi. On comprend comme ça simplement. De façon naturelle. Oui? Ça, Mais c'est comme ça, c'est pas avec les lois. oui, ça c'est vrai. Mais comme on est dans un domaine scientifique, il faut qu'on se base au moins, il faut qu'on repose sur quelque chose. Hein, ce a vu. Donc, ça, c'est le premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire le principe de conservation de l'énergie. Oui. C'est bon? Voilà. C'est bon. Et donc, quand on regarde bien, voilà pourquoi on arrive justement à la loi de conservation de l'énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans notre protocole, on appelle de loi de conservation de l'énergie. Mais justement, ça, on est en train d'introduire cette loi-là. Regardez bien la formule qui est là. Vous voyez que le rayonnement incident là, pardon, une partie de ce rayonnement sera réfléchie, c'est ça, non? Une partie sera absorbée et une partie sera transmise. Donc, si on tient compte de la loi de conservation de l'énergie, ça veut dire quoi? L'énergie incidente est donc égale à quoi? À l'énergie réfléchie plus l'énergie absorbée plus l'énergie transmise. C'est ça, non? Voilà. Donc, alors, le tableau fournit un peu la correspondance entre les longueurs d'onde et les fréquences d'onde du rayonnement ainsi que quelques applications. Voilà. Donc, vous avez les différentes applications au niveau du rayonnement thermique, au niveau des ondes hertziennes, les ondes radio, et puis vous avez les fréquences et les longueurs d'onde. Ça, c'est pour votre lecture personnelle. Donc, voilà, vous allez regarder pour autre chose. Alors, le rayonnement est donc un mécanisme de transmission de l'énergie thermique. Contrairement à la convection et au rayonnement des chaleurs par conduction, le rayonnement se propage généralement dans l'air grâce aux ondes électromagnétiques. Le rayonnement traverse donc l'air presque sans perdre et ne produit de la chaleur que lorsqu'il entre en contact avec un mur, le sol ou un corps, c'est-à-dire lorsqu'il entre finalement en contact avec la matière. Ces derniers renvoient ensuite la chaleur reçue. Voilà. Donc, peuvent réfléchir, comme on a dit, peuvent transmettre et peuvent absorber. Et généralement, j'ai toujours cette manière de faire les choses tranquillement. Je disais par exemple, alors vous venez par exemple au travail. Votre travail, c'est de rester au soleil ici. C'est ça, non? Donc, vous travaillez sur le soleil. Vous avez eu, c'est-à-dire que le soleil a eu le temps de vous, comment on appelle ça, de vous éclairer. Donc, vous avez reçu beaucoup d'énergie. C'est ça, non? Donc, ce qui va se manifester par la chaleur que vous allez dégager. Mais, par exemple, quand vous travaillez, pendant que vous recevez de l'énergie, s'il y a un observateur qui est à côté, naturellement, il vous verra, ou bien est-ce qu'il ne vous verra pas? Il va forcément vous voir. Mais s'il vous voit, pourquoi il va vous voir? Parce que tout simplement, dans cette partie de radiation que vous avez absorbée là, vous lui avez renvoyé une partie, ça veut dire que vous avez réfléchi une partie de cette radiation. C'est bon? Maintenant, donc, c'est pour ça qu'on vous voit. Donc, vous avez la propriété de faire quoi? De réfléchir. Mais vous-même, quand ce soleil-là, cette lumière-là vous touche, à l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez chaud. Si vous avez chaud, ça veut dire quoi? Vous avez absorbé
une partie de l'énergie. C'est bon? Maintenant, bon, comme j'ai les demoiselles devant moi, vous allez à la maison, vous arrivez, et puis le chéri a froid. Bon, normalement, bon, il a pris tous les médicaments, mais il a froid. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Il transmet. En faisant quoi? Ça veut dire que vous serez obligé de l'enlacer. Donc, et le contact va faire que, arrivé à un certain moment, lui aussi va commencer à avoir chaud. Mais s'il a chaud, ça veut dire que qu'est-ce que vous avez fait? Vous lui avez transmis. C'est ce qu'on avait appelé tout à l'heure la conduction. C'est ça, non? Donc, vous lui avez transmis par contact, mais c'est parce qu'il y a eu une conduction de proche en proche que lui, il a reçu cette chaleur. Donc, ça veut dire que finalement, quand on vous prend en tant que corps, en tant qu'individu, ça veut dire que le rayonnement que vous recevez là, il y a une partie que vous réfléchissez, il y a une partie que vous absorbez et il y a une partie que vous transmettez. On est d'accord? Oui. Quelqu'un m'a interpellé tout à l'heure. C'est William? Non, monsieur, Non, personne. non pour personne. Ah, d'accord, ok. C'est bon, je peux continuer? Voilà, donc, on va continuer. Monsieur, excusez, l'enregistrement a fait plus d'1 heure. D'accord.